Bonjour à tous et bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. On se retrouve aujourd'hui pour faire mon bilan lecture du Pumpkin Autumn Challenge. Je vous mettrai dans le petit par ici la palle du Pumpkin Autumn Challenge 2021 pour que vous puissiez aller voir tous les livres que j'avais prévu de lire. Et du coup on va faire enfin un petit retour lecture. J'ai l'impression qu'on n'en fait plus jamais des vidéos comme ça, mais un retour lecture sur ce que j'ai pu lire du coup durant ces 3 mois d'automne. J'ai fait quelques lectures en dehors du challenge parce qu'il y a toujours un moment donné, j'en ai marre et j'ai envie de faire une sorte de pause dans mon challenge avant d'y revenir. Et du coup cette année n'a pas fait exception, mais je vais du coup là maintenant vous parler des lectures que j'ai réalisées et il y avait des super lectures. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Oedipe sur la route de Henri Boschot. Alors ce livre il a un peu une histoire particulière dans ma vie parce qu'en fait je l'avais vu je ne sais plus où, je crois que c'était sur internet la première fois et ça m'intriguait énormément car ça racontait le périple d'Oedipe après avoir perdu ses yeux et avoir découvert que Jocaste était sa mère et sa femme, enfin voilà, après que le mythe d'Oedipe soit révélé au grand jour. Il s'en va sur les routes et Antigone, sa fille, le suit. Et je me suis toujours demandé en fait ce qu'il partait faire là-bas, car Antigone revient seule de ce voyage et du coup j'ai trouvé ça génial qu'il y ait un auteur qui se soit penché sur la question. Mon bilan sur ce bouquin est assez mitigé parce que je trouve que c'est un livre qui n'est pas très accessible, voilà, pour tout le monde. On est vraiment des fois un peu à vraiment se concentrer des fois pour comprendre l'idée de l'auteur. Cependant c'est hyper poétique et si vous êtes un petit peu sensible à la culture méditerranéenne de l'époque, avec la Grèce antique, tous les mythes, toute la mythologie autour de ça, ça devrait vous plaire. Cependant, il y a quand même des moments dans le bouquin que j'ai trouvé hyper longs et où je comprenais pas forcément l'intérêt. S'il y a des gens ici qui l'ont lu, par exemple, il y a un moment donné où ils sculptent une falaise, ça dure des plombes et je trouve ça vraiment d'un ennui mortel. Et il y avait d'autres moments qui étaient passionnants et la plume était très délicate et très jolie et où on note plein de citations et où c'est touchant et où on se dit oh, quelle belle histoire, faudra que je m'en rappelle, faut que je la raconte à des gens, enfin vous voyez. Donc je suis vraiment mitigée, totalement un bilan en demi-teinte parce qu'en fait il y a des parties que j'ai adorées, des parties que je n'ai pas aimées, donc là je vous laisse vous faire votre propre avis. Après Henri Boschot a écrit une suite du coup où il réécrit le mythe d'Antigone que j'ai dans ma palle et j'ai hâte de le lire, comme ça je verrai si c'est un sentiment général dans son écriture que je sois mitigée ou si c'était juste celui-ci qui avait quelques longueurs. Le second livre que j'ai lu, il s'agit du premier tome des Sœurs Carmine d'Ariel Holtz. Et alors ce livre-là, ça faisait vraiment longtemps que je devais le lire. Il est dans ma palle depuis 2 ans et à chaque fois je n'osais pas y aller, j'y suis enfin allée. Alors j'ai eu un petit coup de cœur pour la plume d'Ariel Holtz dans le sens où il a vraiment un style qui je trouve correspond hyper bien au genre jeunesse young adulte. Vraiment, c'est pétillant, c'est vachement drôle, il a créé des personnages humoristiques, enfin moi j'adore voir ces 3 sœurs ensemble, il se passe tellement de trucs. On a évidemment une frangine préférée, mais en vrai les 3, moi j'ai aimé vraiment ces 3 personnages et surtout ce que j'ai aimé c'est l'univers qu'il a imaginé et créé, qui n'est autre que la ville de Grisaille, qui est cette sorte de ville remplie de mafia, de monstres, de fantômes et toutes sortes d'esprits et où chacun fait sa petite loi dans une ambiance terne et glauque, mais ça choque personne, c'est totalement normal de vivre à Grisaille et d'assassiner, de voler, et qu'il y ait des vampires. C'est vraiment super chouette et c'est vraiment le genre de bouquin, moi ça m'a fait du bien au moral et je me dis c'est le genre de bouquin que j'aimerais un jour lire à mes enfants en fait. Le seul point c'est que justement pour moi ça a vraiment une intrigue jeunesse et du coup je l'ai trouvé pas assez poussée, je me suis un peu ennuyée dans l'intrigue, c'est à dire que je décrochais assez souvent en fait du but principal de l'histoire pour plus m'attarder sur les personnages et leurs caractéristiques. Vous me direz c'est un bouquin jeunesse donc le but c'est pas non plus qu'il y ait une enquête digne de Sherlock Holmes hyper complexe dans le bouquin. Donc à mon avis le pari est réussi et Ariel Holtz c'est clairement un auteur que je vais suivre et j'aimerais bien lire les 2 autres tomes de la saga. Je pense que je me les offrirai dans un futur plus ou moins proche parce que c'était vraiment une petite bouffée d'air frais dans ce challenge, j'ai beaucoup aimé. Le prochain livre c'est un méga coup de cœur, mais quand je vous dis un méga coup de cœur, j'ai vraiment dû prendre sur moi pour ne pas aller à la librairie acheter le tome 2 tout de suite et pour tenir ma résolution de ne plus acheter de livres en 2021. Ceux et celles qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs mais suivez-moi sur Instagram, je suis beaucoup plus active là-bas et on papote tout le temps. Donc ceux et celles qui papotent régulièrement avec moi sur Instagram ou qui regardent mes stories savent déjà de quel bouquin je vais parler. Il s'agit de La Marque des Anges de Laini Taylor. Laini Taylor, ici j'en parle souvent, elle a écrit Le Faiseur de rêves, voilà.
Donc déjà de base, j'avais eu un coup de cœur pour sa duologie. Là, La Marque des Anges, premier tome, coup de cœur aussi. L'univers est génial, hyper enrichissant, curieux. On a vraiment envie en fait d'en savoir plus. Il y a une intrigue, il y a des rebondissements. Les créatures sont très originales. C'est pas comparable à d'autres sagas young adult de SFFF. Moi, j'ai trouvé encore une fois que c'était un petit bijou, une petite perle. Et j'attends janvier pour m'offrir le tome 2 de La Marque des Anges vraiment tout de suite. Après, il va falloir patienter pour le tome 3, le tome 4, mais c'est super. C'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui vit à Prague et qui a les cheveux bleus, qui est couverte de tatouages et qui adore dessiner dans son carnet des créatures assez étonnantes, étranges. Tout le monde autour est fasciné de son talent et lui demande régulièrement de raconter l'histoire de ces créatures qui sont des chimères. Sauf que ce que les gens ne savent pas, c'est que ces chimères existent vraiment et en fait, cette jeune fille, Karou, elle vit avec ses chimères, elle a grandi avec elles dans un sorte de monde parallèle que personne ne connaît. Il y a plein de mystères autour de ces créatures parce que justement elle ne sait pas tout. Elle vit avec Sulfure qui est un homme mi-bélier, mi-crocodile, mi-humain qui fait du trafic de dents, c'est-à-dire que des êtres humains des quatre coins du globe lui amènent toutes sortes de dents, des quenottes, des défenses d'éléphants, des dents humaines, des dents de cadavres, des dents animales, qu'importe, et en échange il leur offre des vœux. Ça va du petit vœu au plus grand vœu possible et les gens les stockent et les gardent. Je trouve ça, j'ai rien que l'idée de base, trafic de dents, c'est super. Sauf que bah, petit à petit, des marques noires vont apparaître, sorte de main noire, un peu comme la main blanche de Saruman, vous voyez, sur les différentes portes magiques qui lui permettent de rejoindre sa famille chimère. Et en fait, ce sont des créatures ailées et un conflit va éclater. Karou va se retrouver au milieu de ça, découvrir plein de choses. C'est génial! Moi, j'adore, j'adore, j'adore. J'espère vraiment que la saga, que ce tome 1 hyper prometteur, que ça va continuer dans tous les autres tomes de la saga. Donc allez-y, hein. Vous avez compris, allez-y. Qu'est-ce que t'as? Ça faisait longtemps que Spiro était venu s'exprimer sur cette chaîne. Hein? Petit plumeau. Bonjour, je suis toujours là, caché. Dès que maman fait une vidéo qu'elle est au téléphone, il faut que je vienne miauler dans le coin. J'ai ensuite lu La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet. À l'instar des sœurs Carmine, ce bouquin il est dans ma palle depuis Montreuil 2019 et j'osais pas le sortir. Mais alors j'ai été hyper surprise parce que clairement j'avais pas du tout projeté une histoire pareille. On revient sur l'histoire d'un jeune homme dont la petite sœur de son meilleur ami est décédée. Il était fou amoureux d'elle et en fait il n'arrive pas à s'en remettre. Il a été tellement choqué d'apprendre sa mort qu'il a une sorte d'amnésie du jour de sa mort et il ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Il a depuis des sortes d'hallucinations où il continue de parler avec le fantôme de cette jeune fille et évidemment tout le monde autour de lui le prend un peu pour un fou. Il est toujours ami avec son meilleur ami mais il y a beaucoup de mystères autour de la mort de sa sœur et il commence un peu à élaborer des théories dans sa tête en se disant mais comment elle est morte, pourquoi elle est morte, et il y a une sorte de grosse omerta sur le sujet. Du coup, forcément, on est titillé, mais il y a une ambiance qui est pesante dans ce bouquin parce qu'on passe par toutes les théories possibles. On découvre énormément la culture japonaise autour des esprits, que ce soit les ancêtres qu'il faut vénérer et prier régulièrement, comme les fantômes en fait qui reviennent sur Terre pour hanter les gens, leur triturer l'esprit jusqu'à ce qu'ils meurent. Enfin, il y avait vraiment tout ça. Le côté très, alors je vais dire très japonais, mais que je projette hein, parce que je ne connais pas de personnes japonaises et je ne suis jamais allée au Japon, mais cette image qu'on a des Japonais qui est assez stricte, qui est très efficace, qui est très pudique sur les sentiments, se retrouve totalement dans ce bouquin. J'ai été très touchée par le personnage d'Akiko et je suis encore hantée d'ailleurs par la fin de ce bouquin parce que je me dis mais j'ai envie de vous dire tous ceux qui l'ont lu, on peut échanger, pas de spoiler dans les commentaires, mais voilà, c'est un bouquin qui est très intéressant. Après, j'ai pas eu de coup de cœur non plus parce qu'il y avait des moments que je trouvais un peu longs, où je décrochais, puis j'y revenais, mais dès que j'y revenais, j'étais contente et pour le coup, j'ai vraiment voyagé avec ce bouquin et j'étais ailleurs et c'était exactement ce qu'il fallait. Et alors pour une ambiance automnale, halloweenesque, avec la pluie qui tombe dehors, j'étais encore plus dans l'ambiance. Alors, j'ai aussi lu un petit manga mignon qui s'appelle Alpi and the Soul Saunders. Je suis vraiment pas une fan de l'univers manga en général, du coup j'ai pas plus accroché que ça avec l'histoire. Par contre moi ce qui me plaît dans le manga et dans ce genre de manga particulièrement, c'est la beauté des dessins, de l'univers, tous ces petits détails qui sont sublimes. Et encore une fois, même si là on est dans une histoire totalement fictive, dans un monde totalement inventé, je trouvais que c'était encore très empreint de culture japonaise, car on est dans un monde fantastique où la petite Alpi est une Soul Sander, c'est-à-dire qu'elle va aider les esprits
chaque village, chaque ville a une sorte d'esprit qui les aide, qui doivent honorer, prier, à qui doivent faire des offrandes, et pendant cet échange, l'esprit apporte prospérité, sécurité à la ville ou à l'espace naturel qu'il protège. Le seul truc, c'est que évidemment des fois les esprits sont en colère ou sont malades, et en fait les Soul Sanders leur viennent en aide. L'idée générale, elle est assez jolie, je trouve, c'est assez poétique, c'est pas mal... En plus là c'est une petite fille qui est une Soul Sanders, donc elle est rigolote, elle a vraiment des attributs que ce soit physiques ou de caractère qui sont très répandus dans le manga, hein, une sorte de petite fille qui veut pas se laisser abattre, que tout le monde prend de haut parce qu'elle est petite et que c'est une fille, mais voilà, c'est une Soul Sanders, elle va protéger les esprits car c'est sa mission, enfin vous voyez, il y a un côté hyper héroïque, voire plus quoi, mais ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans ce genre de manga. Donc bon, l'histoire m'a pas plus charmé que ça, même si je trouvais l'idée très bonne, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu envie de le lire. Cependant les illustrations sont sublimes et la couverture, j'aimerais juste la prendre et la mettre dans un cadre chez moi, c'est vraiment sublime. Donc rien que pour ça, je dis chapeau l'artiste. Je suis pas sûre d'aller lire la suite, mais en tout cas, je vais suivre de très près le travail du dessinateur ou de la dessinatrice parce que c'est vraiment magnifique. Ensuite, j'ai eu un coup de cœur pour un roman graphique de malade. Vous en avez entendu parler partout depuis 1 an et demi. Il me semble que c'est lui qui a eu le prix BD aux Utopiales cette année. Il s'agit de Carbone et Silicium de Mathieu Bablet. Bon, Mathieu Bablet, c'est clairement devenu une bête hein, dans le milieu de la BD. Il a un imaginaire. Je sais pas ce qui lui est arrivé dans sa vie. Je sais pas comment il fait pour trouver des idées pareilles, mais moi j'avais eu un énorme coup de cœur pour Shangri-La déjà, et alors là Carbone et Silicium, je crois que j'ai encore plus aimé. C'est l'histoire, comment expliquer cette histoire sans en dire trop, mais qu'en même temps ce soit compréhensible. Les êtres humains ont créé deux intelligences artificielles qu'ils vont nommer Carbone et Silicium, et du coup ils vont leur donner un corps petit à petit et les observer, les faire vivre du coup sous bonne garde dans une sorte de labo scientifique secret, sauf que l'un des deux va se barrer parce qu'il n'en peut plus de vivre là et se séparer du coup de son autre âme sœur pour voir le monde. Cette histoire va durer des siècles et des siècles, ils vont prendre des chemins de vie totalement différents, le monde va changer, il va y avoir des guerres, qu'elles soient nucléaires, des catastrophes écologiques, enfin... Et en fait, à chaque fois, ils se retrouvent et c'est super chouette, c'est hyper original, leur intelligence va dans un corps différent, enfin, c'est vraiment top. C'est compliqué à décrire, c'est vraiment compliqué à décrire, mais partez du principe que déjà les dessins sont incroyables, que la couleur, c'était déjà ça dans Shangri-La, c'était déjà le cas, mais la couleur est travaillée, c'est sublime, vraiment, on a juste envie de plonger dans l'univers, on est dans une BD, mais on oublie complètement où on est, c'est ce que j'aime avec les BD de Mathieu Bablet, c'est qu'on voyage, c'est toujours dans un univers de science-fiction assez barré hein, quand même, hein, il faut le dire, hein, il faut avoir cette idée, et moi j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup, c'est un vrai coup de cœur, je vous conseille d'investir dans cette BD, de la lire, de la relire. Personnellement, je pense que j'y retournerai régulièrement. Mais voilà, chapeau l'artiste, c'est vraiment génial. J'ai ensuite lu, je crois que c'était ma première lecture du challenge, donc ça remonte déjà à 3 mois, le livre que m'avait offert ma copine Sophie et Si les chats disparaissaient du monde. Donc là, on est aussi avec un auteur japonais. Oui, je suis dans une vibe Japon en ce moment, hein, à fond, si seulement on pouvait y aller, qu'ils ouvrent leurs frontières et qu'il n'y ait plus de Covid. C'est un livre vraiment très original. Pour le coup, c'est vrai, tout petit livre qui se lit très vite, et alors j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur qui du coup a décidé avec son talent d'écriture de nous raconter l'histoire d'un homme qui un jour rencontre le diable. Donc déjà pacte avec le diable, moi ça m'enjaille toujours un petit peu, et le diable lui dit écoute, si tu veux continuer à vivre, je t'offre un jour de plus, mais en échange tu dois supprimer telle chose. Et ça va être ainsi pendant plusieurs jours, il va lui dire voilà, tu vas supprimer le livre, tu vas supprimer les restaurants, tu vas supprimer la tristesse, enfin ça peut être toutes sortes de choses, et un jour il va lui dire tu vas supprimer les chats. Et là le personnage principal se retrouve face à un problème parce qu'il fait le pour et le contre, et il se demande si pour continuer à vivre il doit faire disparaître les chats de la terre et du monde, et du coup se met en place un jeu avec le diable. C'est très chouette vraiment, alors là pour le coup c'est fantastique, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après je trouve que l'histoire va pas assez loin, ça se lit un peu comme un petit conte en fait, comme si ça se lit très vite, en 1 heure le bouquin est lu. Moi je le vois comme un conte qui nous donne une sorte de petite leçon sur la vie. J'ai trouvé ça assez mignon et assez terrible aussi à certains moments. Je me disais mais moi qu'est-ce que je ferais à sa place? Donc c'était très intéressant. Cependant pas de coup de cœur non plus, mais ça me donne envie d'aller voir les autres bouquins que fait cet auteur, parce qu'il y a quand même un côté hyper poétique là-dedans, et puis un peu fantaisiste, voire excentrique dans cette histoire. Enfin je sais pas, il y a plein de caractéristiques, on peut mettre plein de caractéristiques, ouais. C'est vraiment un livre qu'il faut lire je pense. Après je pense que ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire
lire du tout, car le style d'écriture est tellement surprenant que à mon avis, il y a des gens, ils vont se dire oula, ils vont dégager le bouquin. Moi j'ai été heureuse, j'ai été plutôt séduite et je suis contente de l'avoir lu. J'ai lu ensuite, j'avais envie d'un bouquin, vous savez ces bouquins qui vous tiennent en haleine, un peu page turner. J'avais beaucoup aimé L'Enfant du Lac de Kate Morton, donc je suis allée en lire un deuxième. J'ai lu Les Heures lointaines de Kate Morton. J'ai trouvé ça sympa. C'était pas dingue, mais il y a quand même un truc, c'est que c'est le deuxième livre de Kate Morton que je lis et j'ai été encore prise dans cette envie de lire et de découvrir les secrets qui se cachent dans l'histoire, de comprendre le comportement des personnages principaux, etc., etc. Donc ça a matché, ça a vraiment bien matché avec ce bouquin, dans le sens où je me suis dit, ouais, je me rappelle, j'avais tout le temps envie de le lire et c'est pourtant un bouquin conséquent de 700 pages. Cependant, j'ai été assez déçue du dénouement final. J'avais un peu envie de dire tout ça pour ça, alors voilà, je vous invite vous à le lire parce qu'il y a des fans de ce bouquin dans les fans de Kate Morton, hein. Mais j'ai préféré L'Enfant du Lac. Donc si vous deviez en lire un sur les deux, je vous dirais de prendre L'Enfant du Lac. C'est une femme qui va découvrir dans les affaires de sa mère, découvrir des lettres que sa mère recevait quand elle était petite, et du coup elle va découvrir que pendant la Seconde Guerre mondiale, vous savez, on éloignait les enfants de Londres à cause des bombardements et on les envoyait à la campagne, et sa mère a été envoyée dans une famille assez étrange, dans un manoir où vivaient 3 sœurs qui l'ont pris sous son aile, et en fait, fille du coup découvre que sa mère a vécu tout un pan de son histoire là-bas dont elle n'a jamais parlé. Elle reçoit une lettre qui la bouleverse et du coup bah en gros sa fille elle va aller faire la fouine, elle va aller voir sur place ce qui se passe, elle va réussir à visiter le lieu, elle va nouer des liens avec les personnes qui s'étaient occupées de sa mère mais sans jamais leur dire son identité, et elle va évidemment se rendre compte que si sa mère n'en a jamais parlé, c'est qu'il s'est passé quelque chose de terrible, une sorte de secret, et du coup voilà elle va chercher à comprendre ce qui s'est passé. Donc vous voyez en fait on a vraiment tous les ingrédients pour faire une lecture addictive quoi. En plus c'est plutôt bien écrit, c'est très fluide, donc on est à fond hein, dedans, mais je vous dis, celui-ci, le dénouement final, m'a pas convaincu. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus original, d'un peu plus surprenant. Après, Kate Morton, je vais quand même continuer d'aller mettre mon nez dans ses bouquins, parce que je vous dis, c'est une sorte de lecture détente, quoi, on est à fond. Et on va terminer du coup ce bilan du Pumpkin Autumn Challenge 2021 avec un coup de cœur littéraire encore, donc vous voyez, j'en ai eu quand même plusieurs. Celui-ci, je crois que c'est un des bouquins de fantasy fantastiques les plus originaux que j'ai lus de ma vie. Il s'agit des Seigneurs de Bohème d'Estelle Faye. Alors je le mettrais au même niveau qu'un bouquin comme Le Prieuré de l'Oranger. C'est un livre choral, on suit plusieurs héros et héroïnes qui ont tous des particularités très étonnantes dans un univers assez complexe. Au début j'étais un petit peu perdue parce qu'il y a des vaisseaux noirs qui veulent attaquer le monde. En même temps il y a une sorte de légende d'anciens dragonnier, qui était-il, enfin il se passe plein de choses et en fait on suit évidemment la vie de plusieurs personnages qui vont chacun être face à des problématiques qui leur sont propres et évidemment qui vont à un moment donné se croiser, se retrouver, sauf que là l'originalité c'est que les héros de l'histoire n'ont rien d'héroïque en fait, ce sont vraiment des personnages chelous, très étranges, certains ont des pouvoirs magiques, d'autres non, certains ont un passif bizarre, d'autres non, certains sont princes mais n'ont pas envie, enfin il y a vraiment un peu ce côté anti-héros qui moi m'a énormément séduit. L'univers est un peu barré hein, mais ça tient debout, c'est d'une cohérence énorme, j'ai vraiment adoré ce bouquin et du coup il y a la suite et c'est pareil, elle sort en poche je crois en février et j'ai hâte de me l'offrir. C'était vraiment super, hyper riche et une de mes meilleures lectures de l'année, ça c'est sûr. Après j'ai lu tellement de bouquins géniaux cette année, je ne sais pas comment je vais faire mon top de fin d'année. Là je commence déjà à y penser parce que c'est dans 2 semaines hein, mais je ne sais pas comment je vais faire. Et donc voilà mon bilan lecture, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me raconter vous les belles découvertes que vous avez fait durant ce challenge et durant l'automne en général, à mettre un pouce en l'air, partager la vidéo, ça me fait tellement chaud au cœur à chaque fois que vous faites ça. En attendant, je vous embrasse très fort, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo ou sur Instagram ou sur le groupe Facebook Team Batmanon. Avec le temps vous connaissez la musique. J'espère, là il y a le Cold Winter Challenge, j'espère faire d'aussi chouettes lectures que pendant le Pumpkin Autumn Challenge et on se retrouve l'an prochain pour une prochaine édition. Salut! Bon, vous avez remarqué que j'ai pas parlé de mes cheveux mais en fait je tente encore d'autres coiffures, donc si tu es pour la team cheveux lissés, dis-le d'une manière originale dans les commentaires.